Bienvenue à ce nouvel épisode de S'entretenir qui s'intitule « Vers une alimentation durable, l'économie circulaire en action ». Les derniers épisodes de S'entretenir nous ont amenés à approfondir différents volets de la transition verte. On a discuté avec le professeur Karim Zaghib du développement de la filière batterie au Québec. On a abordé l'investissement d'impact et les technologies propres avec Catherine Bérubé de Cycle Capital et Karel Méran de la Fondation du Grand Montréal. Puis on a discuté de la transition énergétique avec Stéphane Chaillé de Concordia. Aujourd'hui, nous abordons une composante essentielle à la transition verte, c'est-à-dire l'accélération de l'économie circulaire. L'économie circulaire présente un fort potentiel pour réduire notre consommation des ressources, nous amener des solutions pour mieux les intégrer, les réutiliser, les recycler. Bref, c'est un ensemble d'opportunités d'affaires puis de manières pour les entreprises de se démarquer, mais on a du chemin à faire. Nos façons de produire et de consommer doivent changer drastiquement pour utiliser moins de matières premières, encourager la réutilisation à chaque étape de vie des produits. L'économie circulaire s'avère une occasion unique de repenser nos façons de faire, de consommer. Comme entreprise, comme gens d'affaires, on a un rôle à jouer, mais également comme citoyens parce qu'on est tous des clients et des consommateurs qui peuvent amener à faire bouger l'aiguille pour l'économie circulaire au Québec. Pour en discuter, je suis en compagnie de deux leaders engagés qui jouent un rôle central dans l'accélération de l'économie circulaire. Il s'agit d'Emmanuelle Géhin, présidente directrice générale de Recyc Québec, et Jonathan Rodrigue, cofondateur et président directeur général de Still Good. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Emmanuelle, tu t'impliques depuis plus de 20 ans dans un domaine qui te passionne, qui est au cœur de tes valeurs, soit la protection de l'environnement. Tu es une véritable pionnière dans le domaine. Tu as notamment fondé et dirigé pendant 10 ans Ozone, l'une des premières firmes de services conseils spécialisées en développement durable au Québec. Tu as ensuite poursuivi ta voie dans le secteur public où tu as été, entre autres, une des architectes de la modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective au Québec. Jonathan, il y a près de 8 ans, tu as fondé Still Good, une entreprise novatrice, zéro déchet, basée à Montréal, qui a pour mission de réduire le gaspillage alimentaire. Tu possèdes une vaste expérience dans le domaine de l'alimentation durable. C'est un plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui. Pour cet épisode, on va pouvoir parler à nos auditeurs de tous les aspects de l'économie circulaire, comment, à travers citoyens, décideurs, gestionnaires d'entreprises, on peut intégrer l'économie circulaire à nos pratiques. Puis, on va mettre l'emphase aussi sur l'alimentation durable. Pour débuter, je vous inviterai à vous présenter puis à nous parler de votre parcours, de vos fonctions respectives. Je commencerai avec toi, Emmanuelle. Qu'est-ce qui t'a amené à œuvrer chez Recyc Québec puis quelle est votre mission? Comme tu l'as très bien dit en introduction, j'ai beaucoup travaillé sur la modernisation de la collecte sélective et de la consigne. J'ai en fait tout simplement postulé pour pouvoir accoucher et accomplir en fait jusqu'à la fin ce beau projet sur lequel je travaille depuis 2018-2019. J'ai donc pu briguer ce poste de PDG chez Recyc Québec pour principalement donc mettre en œuvre ce gros projet-là. J'avais déjà travaillé chez Recyc Québec dans le passé, donc c'est sûr que c'est des dossiers que je connais très bien, la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Donc pour moi, c'est une continuité naturelle de pouvoir œuvrer pour cette belle entreprise. Et en fait, on est une société d'État qui a pour objectif donc de faire la promotion, de sensibiliser les gens, que ce soit les municipalités, la population ou les entreprises, à la saine gestion des matières résiduelles. Donc, en privilégiant ce qu'on appelle la hiérarchie des 3 RV, donc la réduction à la source, le recyclage, le réemploi et la valorisation. Donc, c'est vraiment des beaux mandats qu'on a chez nous. Puis on parlera un peu plus tard de toute votre implication pour dynamiser l'économie circulaire, amener davantage d'entreprises aussi à intégrer ces principes-là. Jonathan, toi, qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à cofonder Still Good puis à œuvrer dans le domaine de l'économie circulaire dans le secteur alimentaire? Ben écoute, pour moi, l'histoire commence il y a 20 ans de ça, donc en faisant du bénévolat dans un OBNL où je distribuais des paniers de nourriture pour les enfants, les familles. Bon, de fil en aiguille, je me suis rendu compte, je me posais la question d'où provenaient ces aliments-là pour se rendre compte qu'en fait, provenaient du gaspillage alimentaire. Donc, des entreprises qui avaient des surplus mais qui ne savaient pas quoi en faire. Il y a certains OBNL qui ont développé des méthodes d'aller récupérer tout ça pour les redonner. Puis à ce moment-là, à mon jeune âge, j'ai quand même eu
un moment où pour moi, il y avait un non-sens. Donc, il y avait un non-sens qu'on était dans un pays qui avait tant de richesses, mais avait cette pauvreté-là. Donc, au beau milieu de ça, sans m'en rendre compte, c'est profiler un peu mon parcours professionnel qui m'a amené par la suite, là, pendant plusieurs années, à travailler avec des réseaux, les réseaux des banques alimentaires du Québec. J'ai fait toutes sortes de mandats pour des entreprises alimentaires, donc pour réduire les déchets. Donc, on faisait des audits, je les ai accompagnés dans toutes ces démarches-là pour trouver des solutions. Quand il n'y en avait pas, mon mandat était d'essayer d'en inventer, donc de créer des nouvelles solutions. Je me suis rendu compte en faisant tout ça qu'il y avait quand même un enjeu au niveau de tout ce qui était la gestion de ce qu'on peut appeler un résidu, mais qui est créé lors de la production alimentaire. Donc, toute entreprise qui produit dans l'alimentaire va avoir un pourcentage de rejet, que ce soit 5, 10, 15 dépendamment de l'industrie, de la production, de ce qu'ils font. Après ça, je me suis dit, mais c'est pas comme un repas à l'épicerie, par exemple, qui arrive proche à la date, puis on dit, on va trouver une manière de le redonner. C'est des ingrédients ou c'est des matières qui n'ont pas encore été complètement transformées, mais qui ont encore une belle richesse nutritionnelle. Donc, comment est-ce qu'on est capable de développer un modèle pour ça? Et d'où là est venue l'idée de Stilgood. Donc, Stilgood, c'est ce qu'on fait dans la vie. On est une entreprise qui adresse cette problématique-là au niveau des résidus alimentaires. On a développé de la technologie, des procédés pour être capable de les transformer en nouveaux ingrédients qu'on retourne par la suite dans la chaîne alimentaire, donc vers ces entreprises-là également. Écoute, c'est fascinant, puis de voir aussi que c'est parti d'une implication dans la communauté, puis que ça t'a amené avec un projet d'affaires comme entrepreneur à travailler avec une grande équipe, puis à changer les choses au niveau de l'économie circulaire dans le milieu alimentaire. Le souci de veiller à la lutte au gaspillage ou à la réduction des déchets, par exemple, c'est aussi des choses qui sont... Parce que c'est inscrit dans nos valeurs, c'est des valeurs qu'on porte comme humain avant d'être entrepreneur, de dire on peut pas mettre tout ça aux poubelles, ça se peut pas. Est-ce qu'on peut leur donner une seconde vie, que ce soit des aliments, que ce soit des biens matériels? C'est ça qui nous investit dans notre tâche à tous les jours, dans notre mandat. Mais tu as raison, parce que je pense qu'en quelque part, il n'y a pas personne qui est dans ce monde-là ou qui travaille en économie circulaire qui est là juste pour faire une entreprise. On a tous... C'est beaucoup plus une mission qu'autre chose. T'sais, même chez nous, toute l'équipe que j'ai chez nous, là, les gens qui sont là, c'est des gens de cœur. C'est toutes des personnes qui font le choix d'être chez Stilgood parce qu'ils croient dans cette mission-là puis parce qu'ils veulent participer à ce qu'on est en train de créer comme modèle, qu'on est en train de créer comme révolution en économie circulaire. Mais c'est sûr, il faut que tu sois passionné là, parce que c'est pas toujours simple. Mais on est rendu là comme société aussi. Nous, chez Recyc Québec, on travaille aussi, par exemple, pour les matériaux de la construction qui sont en très grande partie envoyés à l'enfouissement, puis il y a encore beaucoup de choses à faire. Et effectivement, on essaye d'utiliser l'économie circulaire pour réutiliser les matériaux. Les travailleurs de la construction sont de plus en plus conscients de ce qu'ils mettent aux poubelles. Tu sais, quand ils font de la déconstruction, ils se disent, voyons, ça se peut pas qu'on envoie autant de matière à l'enfouissement. Tu sais. Fait que je pense comme société aussi, on est rendu là. C'est pas des entrepreneurs verts, c'est pas des écolos qui se mettent à monter des organisations, c'est des gens conscients qu'on est dans une société qui a des ressources, qui ont une finitude, qui veulent aussi essayer d'être plus responsables et raisonnables dans la gestion des ressources. En 20 ans, c'est sûr que ça a évolué aussi. Je me rappelle au début de ma carrière, quand on commençait à travailler avec les entreprises sur comment réduire les déchets et autres, il y avait une vision, une manière d'aborder la chose. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Tout le monde a des objectifs ESG. Les entreprises ont le désir d'aller plus loin, ont le désir de contribuer. Il y a aussi le fait qu'on propose aujourd'hui des solutions qui sont adaptées, puis des solutions aussi d'accompagnement pour ces entreprises-là, puis surtout des solutions qui permettent de faire du volume. Donc, en alimentaire du moins. Donc, toutes les entreprises avec qui on travaille en service alimentaire ou les entreprises de transformation, ça a toujours été ça l'enjeu. Quand je faisais des mandats, avant de fonder Stilgood, l'enjeu était ça. C'était toujours de dire, c'est bien beau, là, on veut aller de l'avant. Oui, les gens veulent mettre en place des normes ou les gouvernements veulent nous proposer des chemins à suivre, mais qui peut nous accompagner puis qui peut nous aider avec les volumes qu'on génère? C'était toujours ça l'enjeu. Donc, aujourd'hui, on peut adresser ça de cette manière-là. Fait que oui, effectivement, je pense qu'il y a pas un éveil, mais il y a vraiment une conscience qui est beaucoup plus développée aujourd'hui qu'elle l'était. Encore plus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais encore plus dans les dernières années, nous, on le voit, tu sais. Oui, puis on le constate aussi à la Chambre. Puis c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à développer le projet Convergence avec
plusieurs dizaines de partenaires, un éveil dans le milieu des affaires ou une sensibilité accrue par rapport à l'environnement. On parle beaucoup de réduction de gaz à effet de serre avec la crise climatique qu'on vit, mais vous l'évoquez bien, il y a aussi toute la question de la gestion de nos ressources qui sont rares, qui sont précieuses. Il y a aussi, évidemment, les matières résiduelles, comment est-ce qu'on réutilise, recycle, puis on intègre ça aussi à nouveau aux produits qu'on consomme. Donc, Emmanuelle, j'aimerais t'entendre sur ta définition, la définition de l'économie circulaire, puis comment vous jouez un rôle chez Recycle Québec en la matière. Mais en fait, c'est très simple. L'économie circulaire, c'est, comme son nom l'indique, c'est circulaire. Bon. Actuellement, on est dans une économie linéaire. On extrait la matière, on consomme, on jette. C'est très simple, c'est linéaire. L'économie circulaire, c'est qu'on va extraire la matière, on consomme la matière et on réintroduit la matière consommée en contenu recyclé dans des nouveaux produits, etc. Un peu l'exemple de l'alimentaire. On met en marché, au supermarché, des fruits, des légumes. Les invendus, on va les cuisiner, puis on les remet en marché pour les dévier de l'enfouissement, puis de donner une deuxième chance à la matière, aux produits. Donc ça, c'est vraiment l'économie circulaire. Chez nous, ça fait quand même plusieurs années, peut-être 5-8 ans qu'on travaille en économie circulaire. Chez nous, on a développé des experts vraiment dans la matière. On a aussi fait une étude pour évaluer le taux de circularité du Québec. Donc, ça veut dire notre capacité au Québec de remettre tous ces produits-là dans l'économie, c'est de 3,5 %. Donc, ce qui est infime. Les pays nordiques sont aux alentours de 15-17 %, les pays scandinaves, par exemple. Alors, au Québec, on s'est fixé comme objectif d'atteindre 5 % de ce taux de circularité, donc on a beaucoup de choses à faire. On organise, nous, on a fait des webinaires, des formations, on fait de l'accompagnement aussi aux entreprises. On organise un grand forum tous les 2 ans qui s'appelle les Assises de l'économie circulaire, qui accueille environ 600 participants. Donc, c'est vraiment un événement important parce que c'est un bon endroit pour que convergent les grands penseurs ou les grands acteurs de l'économie circulaire au Québec. Et cette année, en fait, en 2025, on va faire un événement avec l'Association canadienne sur la circularité. Donc, on va avoir vraiment des joueurs de partout au Canada. Puis, il faut savoir qu'au Québec, on est un des leaders. Oui, en Amérique du Nord, mais on est très regardé aussi par l'Europe parce que le gouvernement du Québec a lancé sa première feuille de route en économie circulaire il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est vraiment très avant-gardiste comme position pour le gouvernement. Donc, on comprend, Emmanuelle, qu'il y a encore beaucoup à faire. On est à 3,5 % comme tu disais, comme indice de circularité dans l'économie. Mais en même temps, c'est plein de belles opportunités. Puis, il y a un soutien qui est offert, il y a une vision gouvernementale. Donc, ça, c'est positif. Toi, Jonathan, tu en parlais tout à l'heure, tu vois une évolution. Peut-être nous parler justement de comment tu vois le dynamisme de l'économie circulaire, l'entrepreneuriat dans le domaine. Ça a évolué beaucoup. L'économie circulaire, en fait, n'était pas un terme qu'on utilisait il y a 7-8 ans. Du moins, au niveau de l'alimentaire. C'était pas quelque chose qui était très connu. Donc, oui, ça évolue beaucoup. Les mentalités ont évolué beaucoup. Le défi, si on peut dire, c'est de transformer une économie qui est linéaire, un peu comme ce qu'Emmanuelle disait tantôt, puis d'avoir des procédés qui sont linéaires, puis les transformer en circulaires. C'est pas simple. Mm-hmm. Donc, ça demande d'être accompagné. Il y a une entreprise qui décide aujourd'hui, pour toutes sortes de bonnes raisons, qu'elle veut devenir circulaire, mais qui est linéaire depuis 50 ans, par exemple. Une entreprise, une multinationale, ça ne se fait pas du jour au lendemain parce que tout est fait en fonction d'une procédure qui est établie. Donc, il y a un besoin d'accompagnement par rapport à ça, mais il y a un besoin aussi d'être capable de réfléchir, d'analyser le besoin de ce partenaire-là, puis d'être capable de prendre un peu de recul et de dire, bon, voici sa réalité, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour les accompagner, puis comment est-ce qu'on peut, par la suite, prendre ces matières-là puis faire quelque chose de nouveau avec. Chez nous, c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu ça qu'on sentait qui manquait dans l'écosystème, puis c'est un peu le mandat de Still Good. On arrive avec des équipes en recherche et en développement dans l'entreprise, on les accompagne, on fait toutes les analyses pour ensuite réfléchir, puis innover, puis imaginer un nouveau produit et un nouvel ingrédient avec quelque chose qui était censé être rejeté, qui était censé aller à l'enfouissement, par exemple. T'sais. Je peux me permettre de parler d'un exemple. Là, au début, il y a quelques années de ça, avec 3 brasseurs, au début de l'entreprise, puis
Trois-Brasseurs, avec la Ville de Montréal, nous avait approché. Il y avait un problème de la gestion des drèches à Montréal. Beaucoup de microbrasseries qui voyaient jour il y a quelques années de ça. Tous les systèmes de collecte n'étaient pas adaptés dans un milieu urbain. Trois-Brasseurs, eux, font de la production dans chacun des restaurants. Donc, on a développé un système où on fait la collecte de tout ça, on assure la traçabilité, le contrôle de la qualité, on amène ça à l'usine. L'usine, on avait développé les procédés, les technologies pour transformer ça en farine, qui par la suite est réintégrée sur leur menu. Donc, aujourd'hui, si vous allez dans un restaurant Trois-Brasseurs, les fish and chips, les burgers, il y en a même jusque dans les desserts, dans les sauces, dans tout ça. Il n'y a pas loin de 30 à 40 des items sur le menu qui vont retrouver d'une manière ou d'une autre les drèches qui provenaient puis qui allaient autrement à l'enfouissement. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de ramener chez le client le produit ou que l'utilisation de ça. Ça arrive qu'une entreprise comme eux, par exemple, ne puisse pas reprendre la totalité de ce qu'ils génèrent pour toutes sortes de raisons. Là. Mais bon, fait que l'idée, c'est quoi? Bon, on a poussé le modèle un peu plus loin, puis on a dit, alors, développons plein d'autres produits qui seront disponibles pour toutes les entreprises en services alimentaires qui, eux, vont pouvoir bénéficier aussi de produits qui sont valorisés. Donc là, on a développé des biscuits, des craquelins, des burgers, toutes sortes de mélanges de farine tout usage, farine de panure. On en a plus de 25 à 30 produits disponibles sur le marché aujourd'hui, qui fait en sorte qu'au lieu de jeter ces produits-là, on les écoule de cette manière-là également et on ouvre la possibilité à plein d'autres entreprises qui, eux, ne sont pas des entreprises en production, mais qui sont dans des entreprises qui rechercheraient des produits ayant des ingrédients d'économie circulaire, de pouvoir participer à ce mouvement collectif-là qu'on crée de circularité au Québec et même ailleurs maintenant. Donc, ça devient une belle opportunité pour eux aussi de se joindre à ça, puis de rencontrer leurs propres objectifs. Parce que ces entreprises-là, en travaillant avec nous, tu sais, c'est une entreprise qui est, à la base, qui est carbone négatif. Une entreprise qui travaille avec nous réduit ses gaz à effet de serre juste en prenant nos ingrédients. Oui. C'est intéressant pour eux, ce volet-là aussi. Oui, fort intéressant parce qu'il y a l'aspect diagnostic, accompagnement de vos clients pour revaloriser des matières résiduelles. Puis ultimement, comme tu dis, vous pouvez en faire bénéficier d'autres entreprises qui s'approvisionnent puis qu'elles-mêmes améliorent leur indice de durabilité. Exactement. Bien, je veux t'entendre, Emmanuelle, sur justement tous les bénéfices puis les gains que les entreprises... Oui, tu veux rebondir? Oui, en fait, je rebondirais sur vas-y. ce que Jonathan dit parce que, en fait... Il ne faudrait pas que les gens qui écoutent se disent « Ah ouais, mais ça a l'air compliqué, il faut que je fasse un diagnostic, tout ça. » Tu sais, moi, il y a plus de 20 ans, je ne vais pas le dire, je ne vais pas dire mon âge, mais on parlait du grand concept développement durable, puis on disait « Mais comment je vais faire pour m'y mettre? » Puis tout ça, on disait « Oui, il faut faire un diagnostic. » Mais souvent, on disait aux entreprises « Regardez ce que vous faites, parce que peut-être que vous en faites déjà. » Donc, quand on parle d'approvisionnement, si j'achète local, si j'achète déjà du contenu recyclé, si j'essaye de mettre en marché un produit pour lequel j'ai pensé à une conception qui soit moins dommageable, parce que je vais limiter la densité d'un plastique, je vais acheter plus proche ou je vais même revoir peut-être la composition de mon produit, mais ça fait partie de l'amélioration continue qu'on peut avoir dans un processus d'affaires. Donc, peut-être juste dire, hey, mais j'en fais peut-être déjà de l'économie circulaire. Donc, tu sais, pas considérer qu'on a un nouveau pas à faire et que ça va être compliqué. Bon, donc, je ferai du pouce sur ce que tu disais au niveau des émissions de gaz à effet de serre, qu'en utilisant tes produits, bien, on est carbo-négatif. En fait, c'est ça, c'est que quand on utilise un produit qui est conçu localement, où on s'approvisionne localement, on ne fait pas seulement un gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on fait un gain économique aussi parce qu'on n'a pas de taxes à l'importation. Tu sais, on peut faire, chez Recyc Québec, on a financé et on continue d'ailleurs à supporter des symbioses industrielles. Les symbioses industrielles, il y en a une petite vingtaine au Québec. Qu'est-ce que c'est? C'est des entreprises qui se mettent entre elles pour s'échanger les matières. Donc, il y en a une qui produit un certain rejet dans sa production, mais ça va intéresser le voisin. Ah, parfait. Donc, moi, au lieu d'acheter une matière neuve, vierge, je vais acheter le rejet qui est quand même neuf, puisqu'il n'a pas été utilisé, le rejet de production de mon voisin. Donc, on va travailler en boucle de cette façon-là, puis il en existe une vingtaine des boucles comme ça au Québec. Donc, nous, on finance ce genre d'initiative, puis qu'est-ce que les entreprises font? Donc, elles achètent une matière première qui est moins coûteuse. Elles optimisent aussi la logistique des transports parce que le camion va aller chercher la matière chez un, va aller chercher, et le camion ne va pas voyager vide. Donc, ils vont économiser tous ensemble les coûts du transport.
Donc, c'est toute cette philosophie-là, en fait, je dirais qu'elle est une philosophie de gestion responsable et raisonnable de son entreprise aussi. Parce qu'on veut être plus rentable. Puis comment on fait pour être plus rentable? Mais on regarde, je peux-tu optimiser mes façons de faire? Je peux-tu optimiser ma logistique? Je peux-tu optimiser ma consommation d'énergie, mes achats? C'est des questions qui sont fréquentes pour les entrepreneurs. Ouais. C'est déjà de l'économie circulaire. Je vais donner un exemple précis. J'ai un client pour les symbioses. Ouais. Super intéressant parce que j'ai un client qui nous a dit, nous, on a un objectif à l'interne. On veut que toute notre production, puis lui, il fait beaucoup de production pour d'autres entreprises. Et il dit, moi, on aimerait que 30 à 40 de tous nos ingrédients d'ici 2 ans soient des ingrédients durables ou des ingrédients d'économie circulaire. On cherche notamment des ingrédients valorisés, par exemple, de l'avoine, soya et autres. Et là, nous, on dit, OK, mais moi, j'ai quelqu'un qui fait des boissons de soya, qui fabrique des boissons à base de plantes, là, qui est ici au Québec également, donc non loin de cette entreprise-là, et qui présentement cherche des solutions de nous approcher pour ça. Nous a dit, écoute, j'ai des volumes très importants de ces matières-là qui sont générées. Donc, quand on fait du lait d'avoine, par exemple, bien, on a ce qui reste après, là, c'est de la pulpe d'avoine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille maintenant avec ces 2 entreprises. Donc, j'en ai une chez qui je vais chercher la matière. Donc, lui, il est heureux. Ça rencontre son objectif. Nous, on a développé des procédés pour la transformer, cette matière-là. On la transforme par la suite en farine. Et c'est acheminé chez ce client-là qui, lui, recherchait ce type de matière-là, mais ne trouvait pas de partenaire qui serait capable de la transformer. Donc, aujourd'hui, on rencontre les objectifs d'un qui réduit ses volumes qui s'en allaient à l'enfouissement et on rencontre les objectifs d'une autre entreprise qui, elle, ne fabrique pas de matière ou d'ingrédients, mais a besoin ou recherche de ce type d'ingrédients-là. Et aujourd'hui, nous, on agit comme un peu une courroie de transmission entre ces entreprises. Je voulais juste peut-être donner quelques chiffres. On a fait une petite étude pour mesurer, en fait, sur 3 ans, les échanges entre les différentes entreprises dans des symbioses. Puis, en fait, il y a eu 419 échanges en 3 ans. 14 000 tonnes détournées de l'enfouissement, une réduction de 12 000 tonnes de GES et des réductions de coûts d'opération pour les entreprises qui ont participé de 4,5 millions de dollars. Donc, c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus puis de dire, peut-être que ça vaut la peine. Puis au Québec, tu parles de ce cas-là de récupération. Il y a des entreprises extrêmement innovantes qui, justement, récupèrent des fins de production, mais ça peut être de la production de transformation agroalimentaire. Ils sont équipés, ça dessèche. Ils font venir des machines d'Allemagne pour dessécher les aliments, se servent de ces aliments-là, vont faire de la poudre. Ça s'en va en fabrication d'alimentation animale. C'est vraiment un circuit fermé d'échange de matière, mais qui est bon pour Pitou et pour Minou. Hein? Écoutez, c'est fort intéressant parce que c'est exactement les besoins qu'on nous communique à la Chambre. Les entreprises, elles sont d'abord à la recherche de solutions qui peuvent être mises en application rapidement. Elles veulent être accompagnées pour établir des priorités parce que, comme vous le disiez, de faire une grande stratégie, un plan d'action, un diagnostic, déjà là, ça peut sembler être une très grande marche. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire avec nos partenaires, c'est d'aider les entreprises à établir ces priorités-là puis à passer à l'action. Jonathan, Emmanuel, on se retrouve après une courte pause pour discuter plus en profondeur des avantages liés aux stratégies de l'économie circulaire. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du projet Convergence, une initiative qui vise à accélérer l'atteinte de la carboneutralité et l'intégration de pratiques d'affaires durables des entreprises en milieu urbain. Convergence est co-développée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et BMO Groupe financier, avec nos partenaires le gouvernement du Québec, Recyc Québec, Hydro-Québec, Atkins Realis, Énergir, Caisse de dépôt et de placement du Québec, LG2, Yule Aéroport international Montréal-Trudeau et Sun Life. Nous revoilà en compagnie d'Emmanuel Géhin et de Jonathan Rodrigue. Nous avons parlé de vos parcours, du rôle de vos organisations et plus particulièrement du potentiel de l'économie circulaire dans le domaine alimentaire. Enchaînons maintenant sur les bénéfices et les gains économiques qui sont liés à cette transition économique. Il y a plusieurs entreprises ou entrepreneurs qui gagnent à être mis en relation. Puis, comme vous l'évoquez, qu'il y a des produits d'encore de très bonne qualité
qui ont simplement besoin de trouver preneur, puis qu'une autre entreprise va elle-même réduire ses coûts, comme tu le disais, Emmanuel. Là. Donc, tout le monde y gagne. C'est ça. Puis en fait, plus on va se passer le mot, plus il va y avoir du volume, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Si on est un petit producteur ou une entreprise quelconque, puis on génère un volume qui n'est pas suffisant pour pouvoir supporter un marché, parce qu'on parle vraiment de supporter un marché, mais il faut aussi créer un espèce de mouvement, un effet circulaire pour qu'effectivement les entreprises puissent avoir un approvisionnement qui soit régulier, parce que ça aussi, c'est la difficulté. Dire, bon, ben, est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises qui veulent se départir de certains biens, que ce soit comestibles ou autres, pour générer un volume qui pourrait suffire à l'exercice d'une autre entreprise? Et dans ce cas-là, ben, c'est là que nous, on intervient aussi. On a des programmes de financement pour aider les entreprises à stabiliser leurs revenus, pour pouvoir garder le marché, puis en attendant que l'effet d'entraînement arrive. Là. Il manquait beaucoup la rentabilité de ça. On a développé un modèle qui est, on appelle ça, c'est un nom qu'on a développé, on appelle ça des solutions d'éco-valorisation. Okay? Pourquoi? Pourquoi? Oui, écologique, mais aussi économique. Et c'est le bout qui manquait beaucoup, parce que les entreprises se disaient, bon, là, je dois rentrer dans une démarche écologique. Bon, ça va me coûter de l'argent. Est-ce que ça va me donner quoi finalement au bout du compte? Mais il y a un volet, puis il y a un aspect intéressant aujourd'hui de manière économique aussi pour ces entreprises-là. Puis pas juste pour ces entreprises-là, mais de façon plus générale. Si on est capable de développer un modèle qui prend en considération différents éléments, on s'entend que c'est quand même, il y a une complexité derrière. Oui. Souvent, on me pose la question, mais comment est-ce qu'on réussit à marier tout le volet de gestion des matières résiduelles d'un côté versus l'autre côté, la production et la transformation alimentaire? Parce que historiquement, c'est deux univers qui ne se parlent pas. Parce qu'on est dans une économie linéaire. Jamais ou très peu de ponts qui étaient faits entre la matière résiduelle qui, elle, peut devenir un ingrédient ou un intrant pour l'alimentation humaine, dis-je. C'est quand même assez nouveau. Donc, comment est-ce qu'on est capable de développer aujourd'hui des modèles qui sont économiquement intéressants? Le potentiel de marché est énorme. Mm-hmm. Mais les gens sont rendus ailleurs aussi, tu sais. Je pense que les gens se rendent bien compte qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait. On ne peut plus consommer comme on consommait sans se soucier des impacts, sans se soucier du gaspillage, sans se soucier de l'argent qu'on gaspille. Parce que, tu sais, aujourd'hui, regarde les crises du logement. Les gens ont de la misère à se loger. C'est tellement élevé, les loyers. C'est pas vrai que quand ils vont être à l'épicerie, ces gens-là vont pas faire attention. Pourquoi on voit tous ces magasins de Village des valeurs, sans le nommer, là, qui sont en forte croissance? C'est un peu la même chose, parce que les gens, ben oui, il y a aussi l'aspect économique. Il y a du consommateur là-dedans aussi, là, dans le sens où l'actionnaire puis aussi le bailleur financier, combien d'institutions bancaires aujourd'hui et de gens qui sont des partenaires dans toutes ces entreprises-là. On vit tout là, avec la banque qui nous fait des prêts, puis autres, puis c'est ça. Là. Aujourd'hui, là, de plus en plus, maintenant, tu tombes dans un monde là, où ils vont tous avoir des critères au niveau ESG. Donc, si tu veux avoir un prêt de la banque, là, d'ici quelques années, là, il faut que tu sois en démarche de développement durable quelconque. Sinon, fort à parier que tu n'auras pas accès à ces fonds-là. Donc, il y a 20 ans, là, il n'y avait pas ça. Là. Ah non, c'est sûr. Je veux dire, aujourd'hui, tu as tous ces gens-là qui sont là, qui poussent tous dans la même direction. On ne peut pas juste faire semblant que c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Les champions d'économie circulaire alimentaire, là, c'est les restaurateurs. Il y a tellement peu de marge en restauration là, que s'ils peuvent réutiliser tout ce qu'ils peuvent, ils le font. Honnêtement, il faut aller voir certains restaurateurs pour comprendre à quel point ces gens-là sont innovants pour être capable de réutiliser le plus possible. C'est tellement dur, cette industrie-là, que c'est comme une seconde nature pour eux. Puis on parlait des clients tantôt, mais je pense que même avant, un restaurateur qui allait servir des aliments qui sont un peu moins couramment sur un menu, les gens allaient se poser la question, mais maintenant, c'est bien vu de dire que chaque ingrédients a été utilisés à leur pleine capacité. Les gens veulent ça maintenant. Emmanuel l'a touché un peu tantôt, mais je pense que le public, les gens sont rendus prêts, sont rendus allumés à ça. Je pense que, Still Good a vu le jour quelques temps avant la pandémie. Ensuite, il y a eu la pandémie, mais on dirait que depuis ce moment-là, il y a un momentum autour de l'économie circulaire. Depuis 3 ans, là, environ, 3-4 ans, là, on en parle beaucoup plus. Les gouvernements ont mis de l'avant au Québec. Si on parle, mettons, juste du gouvernement du Québec, nous, on le vit là, juste avec des programmes comme la SNAC, donc la Stratégie nationale d'achat d'aliments du Québec, que le gouvernement a mis de l'avant depuis quelques années, qui aujourd'hui pousse cette stratégie-là un peu plus loin en disant
on va demander à toutes les institutions publiques d'avoir au moins 15 d'aliments durables dans leur offre pour les citoyens, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, que ce soit, toutes les institutions publiques. Mais nous, là, ce que ça fait, c'est que ça crée aussi ça, une demande. Donc, il y a une demande pour des produits durables. Bon, on est en croissance très rapide, là. Still Good, c'est ça, mais je pense que le milieu, de façon générale, on est en hyper-croissance. Donc, parce que c'est tout nouveau. On est des pionniers dans la matière, on est des entreprises innovantes, mais qui sont les premiers à le faire. Donc, on grandit très rapidement. C'est un monde à découvrir. Donc, les matières, il y en a des centaines de milliers de tonnes et des millions de tonnes de disponibles. Puis là, les gens commencent. Il y a un appétit pour ça. Les gens commencent à comprendre qu'on n'est pas en train de parler de déchets. On n'est pas dans le dumpster diving, si je peux utiliser l'expression. On est vraiment on prend une matière. Une ressource. Une ressource. C'est exact, un bon terme. C'est ça, c'est une ressource, en fait. Le déchet devient une ressource. Et ça va même plus loin que juste l'économie circulaire. C'est que quand on commence à parler de toutes les politiques que les gouvernements mettent de l'avant sur l'achat local, sur l'indépendance ou l'autonomie alimentaire, bien, l'économie circulaire devient une partie de cette solution-là également. Puisque si on utilise des matières qui étaient autrement destinées à l'enfouissement et qu'on les revalorise pour devenir des nouveaux ingrédients, bien, automatiquement, ce que ça fait, c'est qu'on utilise moins de nouvelles matières, de matières vierges. Donc, oui, c'est bon pour l'environnement, mais économiquement aussi, puis pour l'autonomie alimentaire du Québec, du Canada ou autre, ce n'est pas que la solution. On ne sera pas capable de combler tous les besoins, mais ça devient une partie de la solution. Donc, économiquement, il y a vraiment des gains à supporter ce mouvement d'économie circulaire-là. Je pense que c'est quelque chose que Recycle Québec fait beaucoup. Il y a tellement de programmes que vous avez mis en place dernièrement pour soutenir des entreprises. Je vais reprendre deux trucs que tu dis. Tu dis le gouvernement met en place des réglementations qui vont un peu soutenir effectivement ce mouvement-là. Il y en a un que je mentionnerais, c'est celui de la consigne, par exemple, comme règlement, parce que à l'intérieur du règlement, il prévoit qu'il y a un pourcentage de contenu recyclé qui doit être réintroduit dans la production. J'en parlais tout à l'heure. C'est effectivement quand on va mettre son contenant de plastique dans le bac de la consigne, dans son centre de retour, ben, le petit contenant de plastique, ben, au lieu d'aller peut-être, je ne sais pas, ben, il va revenir dans l'économie québécoise, c'est obligé, c'est dans le règlement. Donc là, on vient de soutenir aussi le développement d'un tissu économique au Québec qui va fabriquer des matières à partir de matières réutilisées. Donc ça, c'est intéressant. Puis au niveau des investissements, ben oui, nous, on a des fonds propres qui sont dédiés au soutien d'entreprises comme celle de Jonathan, mais on a aussi fait des maillages avec Fonds d'Action, avec La Ruche, donc pour aider soit les entreprises en démarrage. La Ruche, ça peut être tout type de projet d'organismes sans but lucratif, de petites entreprises, pour justement aider au démarrage, donc dans des projets d'économie circulaire. Donc, on est un petit peu sur tous les fronts parce qu'on veut l'être, parce qu'il y a un momentum et comme on a développé l'expertise, on veut vraiment la mettre à disposition des gens qui veulent en profiter. Nous, on a été la première entreprise qui a été supportée par le Fonds d'impact, le Fonds d'Action, qui ont mis le Fonds d'économie circulaire. Puis à la base, ce fonds-là est une initiative de Fonds d'Action, Ville de Montréal et Recycle Québec. Et Recycle Québec qui participe également financièrement à ça. Donc, nous, Still Good, on a eu la chance, on a encore la chance d'être accompagnés par ce fonds-là dans notre croissance, dans notre développement. C'est intéressant d'avoir différentes instances, autant locales que provinciales que parapubliques, mettons comme Fonds d'Action ou au niveau de la CSN, qui sont là puis qui s'impliquent à développer puis à mettre de l'avant puis à créer des fonds d'impact. Écoutez, à vous entendre, on comprend qu'il y a vraiment une effervescence. Tu l'as dit d'entrée de jeu, Emmanuel, on a un indice de circularité qui est pas très élevé, mais en même temps, les étoiles sont alignées. Il y a du financement, il y a de l'accompagnement disponible, des entreprises qui ont une volonté puis qui travaillent ensemble, des organisations, des entreprises comme la tienne, Jonathan, qui elles-mêmes offrent des solutions clés en main pour venir donner une impulsion justement à l'économie circulaire. Puis j'aimerais vous entendre sur la suite. Tu parlais d'une cible de 5 % qu'on vise à atteindre. Qu'est-ce qui, pour vous, serait des leviers ou des facteurs de succès pour arriver à augmenter aux cibles qu'on se fixe l'économie circulaire au Québec? Mais je pense que d'abord, c'est que les gens soient de plus en plus familiers. Ils se disent, n'aie pas peur de s'y intéresser.
et de voir en fait que c'est possible. En fait, je fais des études pour un peu évaluer quelles étaient les meilleures stratégies pour rentrer dans l'économie circulaire. Donc, il y a l'éco-conception, les achats locaux. Il y a aussi l'économie de partage, l'économie de fonctionnalité. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, réparer? Et on le sait, on l'entend de plus en plus, le phénomène de réparabilité prend beaucoup d'ampleur aussi. On veut plus réparer qu'acheter. On veut plus acheter... j'allais dire un gadget électronique, puis que dans 6 mois, il ne marche plus. Non, on voudrait être capable de le réparer. Le gouvernement a mis en place une réglementation pour ça, pour supprimer l'obsolescence programmée des produits. Oui. Tout ça, c'est aussi une stratégie d'économie circulaire. Donc, c'est en fait plusieurs stratégies qui vont être mises ensemble, plusieurs actions qui vont être mises ensemble, qui vont faire qu'on va y arriver. On parlait tantôt de la feuille de route du gouvernement provincial qui vise beaucoup à travailler sur des secteurs qui génèrent en fait énormément de ressources, comme l'industrie minière, par exemple. Donc, comment revoir nos pratiques d'affaires quand on est une entreprise minière, un explorateur ou un exploitant de mine, pour justement diminuer le plus possible d'impact, puis ne pas nuire trop à la biodiversité et à tout ce qu'on disait tantôt, les émissions de gaz à effet de serre et tout ça. Donc, c'est vraiment une autre façon d'approcher ça. On parlait aussi du secteur de la construction, qui est aussi un secteur qui est ciblé, pour lequel on n'a pas trop encore fait beaucoup de choses. Donc, on veut vraiment se prendre en main et dire comment on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait en Europe. Comment est-ce qu'on peut, quand on planifie un projet de construction, en amont déjà, prévoir l'éco-conception, prévoir le réemploi de matériaux plutôt que d'utiliser des matériaux neufs, par exemple. Donc ça, c'est toutes des approches qui sont dans la feuille de route du gouvernement qui a été annoncée il y a très peu de temps. Emmanuel en parle, la feuille de route au niveau provincial, monte le fédéral. Nous, on a participé à un programme d'Agri-Food Canada pendant plus de 4 ans qui visait à soutenir les entreprises qui allaient de l'avant pour réduire le gaspillage alimentaire, par exemple. Tu as des initiatives fédérales qui sont là, puis certaines initiatives qui tendent à aller vers ça également. Ensuite, on a des feuilles de route plus au niveau local. Donc, on va parler, mettons, de la Ville de Montréal qui s'est dotée d'une feuille de route en économie circulaire avec des objectifs concrets. Donc, vont vouloir se donner les moyens de ça. Ensuite, il y a vous, la Chambre de commerce, qui met de l'avant Convergence, qui est une nouvelle initiative. On commence à voir plusieurs acteurs, que ce soit plus au niveau local, que ce soit au niveau entrepreneuriat, que ce soit les gouvernements, que ce soit Recycle Québec ou autre. Tout le monde commence à faire un peu sa feuille de route, si on peut dire, d'un sens où les gens commencent à se dire, bon, mais comment peut-on atteindre ces objectifs-là collectivement? Oui, mais en fait, c'est ce qui va créer l'effet d'entraînement aussi. À partir du moment où on a, je pense, c'est 15% de masse qui adhèrent à un principe, on arrive à avoir un effet d'entraînement. Donc, c'est ça qui est en train de s'accélérer. Tu disais aussi tantôt, ton entreprise se développe d'une façon exponentielle. Oui, c'est la même chose. Ça bouillonne. Oui, c'est effervescent. Et effectivement, on va atteindre un niveau d'entraînement de toute la société qui va être super intéressant. Tant mieux pour nous. Tant mieux. Puis justement, comme vous l'avez dit, c'est les clients, donc les consommateurs qui le demandent, les employés aussi, qui veulent travailler pour une entreprise, pour une organisation qui s'investit pour l'environnement. Il y a des programmes, il y a des services qui sont offerts chez Recycle Québec, Emmanuel. Donc, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Puis, j'invite les gens à communiquer avec ton équipe s'ils ont des questions puis besoin d'accompagnement. Puis, Jonathan, pour ceux qui ont découvert ton entreprise à travers ce balado, je pense que c'est un très beau modèle, très inspirant d'entreprise en économie circulaire. Puis, on a tous à cœur de réduire notre gaspillage alimentaire. Donc, je suis certaine que les gens à l'écoute vont aussi continuer de suivre ce que vous faites chez Still Good. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à vous. C'est ce qui conclut cet épisode. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à vous abonner à S'entretenir. Nous vous proposerons d'autres invités pour nous partager le récit de transition vers une économie verte. S'informer, c'est aussi contribuer à la transition. Restez à l'écoute de S'entretenir.